Donc on a le compost en andin, donc, que vous n'avez pas vraiment vu au-dessus parce qu'il n'y en a plus beaucoup là, on les a tous utilisés. On va en relancer. Donc en fait là, c'est des composts faits avec une base de fumier auquel on mélange soit de la paille, soit du broyat de bois, soit des herbes sèches et coupées, soit du foin. Donc fumier, c'est le côté azoté, et tout ce qui est foin, paille, etc., c'est plutôt le côté carboné. Donc un compost, c'est vraiment jouer sur cet équilibre-là entre carbone et azote. Le carbone va nourrir tout ce qui est champignons dans le sol, l'azote va nourrir tout ce qui est bactéries. Et le sol a besoin des bactéries et de champignons pour se développer. Donc le but, c'est de nourrir tout ce monde-là de manière assez équilibrée. Et donc un compost équilibré, un compost qu'on peut utiliser sur tout, va avoir besoin d'un équilibre carbone sur azote de 25 pour 1 à peu près. Donc 25 carbone pour 1 azote. Donc ce qui veut dire que quand on fait son tas de compost, suivant les matières qu'on a, il va falloir essayer de jouer un petit peu sur tout ça. Au début, on se casse un peu la tête, mais faut un peu se décomplexer, il faut y aller au ressenti. Généralement, un compost, il marche tout le temps, toujours, hein, donc faut pas non plus trop se poser de questions. Faut juste essayer de mélanger un maximum de matières différentes, quoi. Euh, Sachant qu'un compost qui est trop carboné, c'est pas grave, ça sera plutôt un terreau. Donc si on met beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de bois, beaucoup de paille, il va plutôt se transformer en terreau. Donc il va pas être très riche, mais par contre ça va être un bon compost structurant pour le sol. Parce que tout ce qui est élément carboné, quand c'est ramené au sol, bah, ça va l'aider à retenir l'eau. Ça va lui permettre de jouer le rôle d'éponge. La lignine, le bois, c'est vraiment ça qui va, en se décomposant, constituer un humus qui va vraiment bien retenir l'eau. Il va pas beaucoup nourrir le plante, mais il va nourrir l'eau. Et tout ce qu'on apporte d'azoté dans le compost, lui apporte plutôt le carburant pour le sol. Et c'est ça qui va nourrir le sol et les plantes. Donc c'est le côté azote et le carbone. Voilà, donc il faut jouer là-dessus. Donc là-haut, on fait des couches de fumier, une couche de paille par exemple, une couche de fumier, une couche de paille. Si notre fumier est très pailleux, on met un peu moins de paille entre les couches, donc c'est des couches de 10 cm en général. 10, et tout ça, on l'arrose bien. Un compost, pour démarrer, il a besoin d'être bien humide. Il faut vraiment que ça. C'est ça aussi qui va lui permettre de. Mais on va jouer aussi sur un équilibre entre humidité et oxygène. Donc s'il est trop humide, il y a moins d'oxygène. Parce que l'humidité, en fait, l'eau chasse l'oxygène du tas hein, quand on remplit. Donc il faut aussi jouer sur les deux, mais en général, même si on arrose trop au début, l'eau va ruisseler et l'oxygène va pouvoir se réincorporer dans le tas. Mais donc il faut quand même toujours vérifier son tas qu'il soit pas trop sec pour, euh, pour que ça travaille correctement. En fait, c'est pas le compost qui a besoin d'eau, c'est les bactéries et les champignons qui vont avoir besoin d'eau. Si vous voyez des petits filaments blancs dans votre compost, c'est bon signe, enfin c'était bon signe en fait. Ça veut dire que vous aviez des champignons, mais qui sont en train de mourir parce qu'il fait trop sec. Si vous voyez les filaments blancs, c'est que c'est trop sec. Donc là, ça peut être l'occasion de rebrasser un peu son tas et de le réhumidifier. Si ça sent une odeur comme on sentait un petit peu en haut, je sais pas si vous avez une petite odeur d'épluchure de légumes qui se décompose mal, c'est que vous êtes en excès d'eau ou en excès d'azote. Donc là, il commence à y avoir des odeurs ammoniaquées qui se dégagent, donc ça veut dire que votre compost est en train de perdre certains de ces éléments nutritifs, ça se volatilise. Donc c'est dommage parce que vous allez avoir un compost moins riche. Et en plus, si vous avez trop d'eau, votre compost rentre plutôt dans une phase de pourrissement que de compostage. Donc ça veut dire pas assez d'oxygène, milieu anaérobie, et donc il peut y avoir des développements de certains pathogènes qui peuvent être néfastes pour les légumes et pour le sol, et même pour nous si on laisse vraiment traîner les choses. Donc voilà, il faut bien faire. Enfin, un compost, c'est pas un truc qu'on oublie dans le fond de son jardin. C'est quelque chose qu'on va voir régulièrement, qu'on met les doigts dedans et on voit un peu dans quel état c'est. Donc, par exemple, là, on voit bien qu'il est relativement humide. Alors là, il y a beaucoup de matière carbonée. Donc ici, c'est notre compost ménager. Donc c'est celui fait à partir des épluchures de légumes. Ici, on en produit beaucoup. Enfin, on a une cuisine, on nourrit jusqu'à 40 personnes par midi. Donc notre tas monte très vite à la différence de ce qui se passe chez une famille. La règle à retenir, si vous devez retenir qu'un truc pour le compost, c'est quand vous amenez un seau d'épluchures de légumes, donc matière azotée, matière humide, vous apportez 2 seaux de feuilles mortes ou de broyat ou de paille. Donc
donc c'est toujours 1 pour 2. Donc, là, un azoté pour 2 carbonés. Pour avoir quelque chose d'assez équilibré, d'assez aéré. Donc là, vous voyez, c'est quand même une matière que ça colle pas. Si ça commence à faire une glaise toute collante, c'est que là, vous avez trop d'eau et c'est sûrement trop azoté. Si vous commencez à avoir des mouches, des mauvaises odeurs, c'est que c'est trop azoté. Voilà, il faut que ça soit un truc assez meuble. Donc là, on ne reconnaît plus aucune épluchure de légumes, hein. Là, ça a été digéré. Là-bas, il y a un cloporte. Donc ça, c'est un des décomposeurs de tout ce qui est matière ligneuse, matière carbonée. On a aussi sûrement des colamboles, donc qui sont beaucoup plus petits, des petits crustacés blancs, pareil, qui vont décomposer le bois. Et si vous voyez plus de vers de terre, normalement c'est qu'il n'y a plus de matière fraîche, matière humique fraîche, matière organique fraîche à décomposer, donc c'est que votre compost est mûr. Donc là, je pense que ce compost-là, on pourrait le tamiser pour juste enlever tout ce qui est branches, grosse matière, qui elles vont être réutilisées par la suite dans le compost suivant. Et on garde comme ça juste la matière, la bonne semoule noire qu'on va utiliser au jardin. Et le tamis qui est dessus, il sert à quoi? Et bah donc en fait notre compost il se fait en 3 phases. C'est ce qu'on peut conseiller de faire pour une famille. C'est un premier bac où on accumule les matières, donc les légumes, matière azotée, donc tout ce qui est issu de la cuisine qu'on mélange à chaque fois avec des feuilles mortes ou des broyats. On va toujours mettre ça et puis un peu remuer en surface pour que ça se mélange bien tout ça. Une fois que le tas est bien monté ici, donc là, ça sera un pré-compostage, mais ce sera jamais un compostage. Parce que là, il n'y aura pas une montée en température. Parce que en fait, le tas sera accumulé trop doucement. Donc en fait, un compost, il va vraiment. Un tas, il va vraiment rentrer en compostage quand il aura un volume de à peu près 1 mètre cube. Et donc quand vous avez atteint ce volume-là, vous allez voir qu'au milieu ça va être composté ou pré-composté, donc ça va commencer à être décomposé, noir, et vous allez plus reconnaître si c'est une épluchure de tomates, de patates ou de courgettes. Donc le milieu sera un peu pré-composté, le fond aussi. Par contre tout ce qui est en périphérie, ça sera pas vraiment dégradé, ça sera un mélange de feuilles et d'épluchures qui ne seront pas vraiment dégradées. Le principe c'est, quand on a atteint le mètre cube de volume, de déshabiller son tas, mettre d'un côté ce qui n'est pas bien dégradé et d'un côté ce qui est bien dégradé, tout ce qui est au milieu, et de remonter un tas à côté en faisant succéder les couches de matière bien dégradée et matière pas dégradée. Comme ça, là, on va finir le compostage. Là, ça va permettre une remontée en température. Là, on pourra atteindre jusqu'à 60 degrés. C'est pour ça que nous, on met une barre de fer, en fait. Donc ça va monter en température. La barre de fer? En fait, ça nous permet de la mesurer. Donc, Ouais, on plante la barre de fer au milieu. Donc là, ce compost-là, ça fait longtemps qu'il a été retourné. Et on va toucher la barre de fer. Normalement, dans la semaine qui suit le retournement, le compost va monter autour de 55-60 degrés. Et en plantant une barre de fer dedans, et en la ressortant, si on arrive à mettre la main, si on ne peut pas tenir la main plus de 2-3 secondes, c'est qu'on est à plus de 50. Si on peut laisser la main quelques 10 secondes, c'est qu'on est entre 40 et 50. Et si on peut vraiment facilement toucher la barre, c'est qu'on est en dessous de 40. Et donc ça nous permet de suivre, c'est moins cher qu'un thermomètre à viande, et ça nous permet de suivre l'évolution de nos composts. Donc des fois quand on voit qu'on a raté, qu'il n'y a pas une bonne montée en température, souvent il faut réarroser ou un peu retravailler le tas, le remélanger, bien le rebrasser pour qu'il reparte. Donc là ça passe, là c'est le temps d'accumuler, donc nous ça s'accumule très vite, en 2-3 mois ça va très vite accumuler, dans une famille c'est plutôt 6-7 mois. Donc on accumule ici, on va retourner et reconstituer un tas pour faire le vrai compostage qui se passe dans le deuxième tas. Et une fois que c'est fini, là, on va le faire, je pense, avec les bénévoles cette semaine. On va prendre, on va pelleter, on va mettre le tamis ici, pelleter, la matière, le bon compost sortira ici, et tout le refus, tout ce qui est un peu gros, on le gardera pour alimenter les composts suivants, tout simplement. Et là, on récupère vraiment la matière finie qui va pouvoir être épantable au jardin. Et les toilettes sèches? On va aller voir après. Voilà. C'est notre troisième type de compost. Voilà, donc nous dans le compost on met tout, hein, parce vu qu'on accumule vite les matières, on a déjà quasiment un compostage qui se fait là. Nous, en fait, on triche un peu parce qu'on a beaucoup de légumes, enfin, beaucoup d'épluchures. Donc il y a déjà un compostage qui se fait là, donc on peut se permettre de mettre tout ce qui est reste de viande, fromage, même les agrumes, les oignons, nous on les met. Vous pouvez les mettre aussi chez vous à condition d'être vraiment sûr d'apporter du carbone qui va pouvoir permettre d'équilibrer le truc. Donc ça c'est vraiment, il faut vraiment y faire attention. Et puis après, bien sûr, si vous mangez 6 oranges par jour et des 6 oranges traitées avec des pesticides,
La plupart des pesticides se retrouvent sur la peau, donc les mettre au compost, vous allez tuer une partie. Les pesticides vont avoir une action sur la vie du compost. Donc voilà, après c'est à vous de doser, mais normalement on peut tout mettre, tout ce qui est issu de l'animal et du végétal, on peut le mettre dans un compost. Il n'y a pas de problème. Après c'est vrai que c'est à condition de bien suivre son compost. Et le temps de chauffe à peu près en général, ça prend combien de temps? Normalement c'est une semaine en fait. On va monter, ça peut monter avec les composts faits à partir de fumier jusqu'à 70 degrés. Donc en 4-6 jours, une semaine maximum. Hein. À partir d'une semaine, il faut se poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et après, la courbe va redescendre assez lentement. Et donc là, certains préconisent, quand le compost revient vers les 35-40 degrés, de rebrasser son tas. Et là, on relance une petite chauffe, donc on a une action vraiment, enfin, on a un compost assez global, quoi, un compost assez total sur le volume. Donc le mélange, vous l'avez fait dans les 15 jours passés, quoi? Non, là, nous ici, c'est un peu différent. Oui, Parce qu'il y a déjà un retournement, parce qu'il y a un pré-compostage ici. Mais c'est plutôt sur l'état en andin avec du fumier. Là, ouais, on les retourne au bout de plutôt 2 mois en général. Avec 2 temps, on en fait un généralement. Parce que là, vous allez voir aussi qu'il y a une diminution de volume assez importante, des fois jusqu'à la moitié. Donc tout est bien digéré par les organismes du compost. Et donc il y a une grosse perte de matière. Et en fait le compost, il faut juste se dire, c'est quasiment que de l'excrément de... Je vais essayer d'en trouver une. Mais ta milieu serait plus dur là, il y a trop de matière un peu grossière. Vous voulez quoi, les excréments là? Ouais, excréments des larves de cétoine, c'est les plus gros petits caca qu'il y a dedans. D'ailleurs, ça aurait été bien que je tombe sur une larve de cétoine, mais là je pense qu'elles sont redescendues en profondeur. Et redescendre en profondeur pour quelle raison? Parce que moi j'en Bah avais là- les dernières en surface et puis j'en trouve plus. Soit parce qu'il n'y a plus rien à manger, mais là je pense qu'il y a largement assez à manger parce que la cétoine, les larves de cétoine, donc c'est ces gros vers blancs qu'on trouve dans les composts, qui sont à pas confondre avec les larves de hanneton. Souvent les gens tuent les larves de cétoine en croyant que c'est des larves de hanneton. La larve de cétoine, elle ressemble à la larve de hanneton, mais sauf elle est moins longiligne et elle a ses pattes vers la tête, alors que la larve de hanneton a ses pattes tout le long du corps. Et donc la cétoine, elle décompose vraiment tout ce qui est bois. Par contre là, avec les fortes chaleurs, la première épaisseur a un peu séché, donc c'est beaucoup moins facile à digérer pour elle, à manger. Et donc elle redescend plutôt chercher ce qu'il y a en profondeur, là où c'est bien humide. Et la cétoine, ensuite, elle mange pas mal Les bourgeons, les boutons de... Non, les légumes non, mais les boutons de fleurs souvent. Souvent les boutons de rose, elles se jettent dessus. Donc voilà, pour le service qu'elles nous rendent au compost, on les laisse. Quand vous mettez du fumier, du compost au pied des rosiers, c'est ça? Non, mais l'adulte en fait, lui, c'est vrai qu'il va manger les boutons de rose. Donc une fois que la larve elle s'est transformée, après elle vole et puis elle va bouffer un peu les boutons de fleurs. Mais c'est souvent les boutons de fleurs un peu surdéveloppés, comme les roses qui ont été hyper sélectionnées, hyper tendres, hyper bonnes, hyper juteuses. Forcément, elle se jette sur celle-là parce que c'est les plus fragiles et les meilleures, quoi. Et les larves de cigale, c'est pareil, non, au point de vue forme que la La larve de cigale, c'est vraiment... ça se déplace, c'est dans les arbres, on la retrouve pas on la retrouve jamais dans les composts. Ah, pas dans le compost, Ouais. mais elle est en terre. Oui, elle est en terre, mais on la voit surtout au moment de l'éclosion, enfin de la métamorphose qui sort. En retournant la terre Oui, des fois on en trouve. Ouais. à la grelinette, on en trouve pas mal aussi. Mais apparemment, je crois pas que ça soit néfaste pour le jardin, ça mange pas de racines, il me semble pas. Ce sont des grosses Ah, c'est larves blanches, là. Mais ça a des pinces assez grosses, je crois que c'est plutôt un prédateur d'autres insectes, vu les pinces qu'il y a. Souvent les larves d'insectes, les larves de libellules, larves de cigales, sont carnivores, alors que l'adulte, lui, est végétarien, comment on dit pour les animaux, herbivore, à force d'en côtoyer des végétariens. Donc ouais, mais je crois pas qu'elle mange en tout cas de... J'ai jamais vu que c'était un ravageur pour les légumes. Voilà pour le compost, on va aller voir le compost de toilette sèche maintenant.